À la une, ce discours inédit d'un président américain à Addis Abeba. Depuis le siège de l'Union africaine, Barack Obama a appelé tout à l'heure le monde à changer son regard sur l'Afrique. Un continent qui doit en finir avec la corruption. Les États-Unis, a-t-il rappelé, resteront aux côtés de l'Afrique pour combattre le terrorisme. La trêve avec le PKK est-elle encore valide? Difficile d'y croire après le dernier discours de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a estimé tout à l'heure impossible de poursuivre le processus de paix avec les séparatistes kurdes. Ankara qui vient de recevoir le soutien appuyé de l'OTAN dans sa double offensive contre les Kurdes et l'organisation de l'État islamique. Et puis un tribunal de Tripoli vient de condamner le fils de Moammar Kadhafi, condamné par contumace à la peine capitale. 8 de ses proches, dont l'ancien Premier ministre et l'ex-chef du service de renseignement, sont également condamnés à mort. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le moment était hautement attendu pour son caractère inédit, bien sûr. Pour la première fois de l'histoire, un président américain s'est donc exprimé tout à l'heure depuis le siège de l'ONU, de l'Union africaine à Addis Abeba. Et Barack Obama a été à la hauteur de l'événement. Le chef de la Maison-Blanche a prononcé un discours de 45 minutes, un moment pendant lequel il a souligné l'importance du respect de la démocratie et des droits de l'homme sur le continent. Il a appelé le monde à changer son regard sur l'Afrique. Écoutez-le. Je me tiens devant vous comme un fier Américain. Je me tiens aussi devant vous comme le fils d'un Africain. L'Afrique et son peuple ont aidé les États-Unis à devenir une grande nation. Et l'Afrique et son peuple ont aidé à façonner ma personnalité et la manière dont je vois le monde. Et ce discours constitue l'un des points d'orgue de la tournée africaine de Barack Obama. Cette visite et cette intervention en Éthiopie constituent une première. Il faut dire que ces dernières années, les relations entre les États-Unis et l'Union africaine se sont renforcées. Une coopération sécuritaire avant tout. Christophe Dansette. Juin 2011, c'est un événement. Pour la première fois, un secrétaire d'État américain s'exprime devant l'Union africaine. Un an plus tôt, les États-Unis et l'organisation panafricaine ont instauré le principe d'une réunion ministérielle annuelle. 4 ans plus tard, c'est donc le président des États-Unis lui-même qui se rend au siège de l'institution à Addis Abeba, signe que le partenariat n'a cessé de se renforcer, signe aussi que l'Union africaine est importante pour les États-Unis. Car pendant toute cette période, la menace terroriste n'a cessé de croître sur le continent africain. Les Chebabs sévissent en Somalie et multiplient les attentats au Kenya. Boko Haram a déclenché une guerre au Nigeria et dans les pays limitrophes. Au Mali, malgré l'intervention française de 2012, les djihadistes sont toujours présents. Dans tous ces pays, Washington veut éviter d'envoyer des troupes au sol. Le gouvernement préfère apporter un soutien financier et logistique auprès de 70 000 soldats de l'Union africaine. En réalité, les États-Unis apportent beaucoup plus une aide en matière de formation, mais aussi un appui sur le plan opérationnel. Ainsi, depuis 10 ans, Washington a formé 250 000 soldats africains environ, un investissement de plus de 900 millions de dollars pour renforcer les capacités de maintien de la paix sur le continent et les institutions africaines. Les États-Unis disposent bien d'une base militaire importante à Djibouti, mais hormis une dizaine de frappes de drones et quelques rares opérations secrètes en Somalie, les soldats américains n'ont pas été directement au combat en Afrique ces dernières années. On avait senti ces dernières heures le vent tourner. La rupture est désormais officiellement consommée. Le président turc a jugé tout à l'heure impossible de poursuivre le processus de paix avec les séparatistes kurdes. Lors d'une conférence de presse, Recep Tayyip Erdogan a balayé d'un coup de main la trêve observée avec le PKK depuis 2013. La Turquie, qui vient par ailleurs de recevoir le soutien appuyé de l'OTAN dans sa double offensive contre les Kurdes, mais également contre l'organisation de l'État islamique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ankara a engagé un virage à 90 degrés ces derniers jours dans le dossier syrien. La correspondance de Fatma Kizilboa. Ça s'explique probablement par plusieurs raisons. La première, je vous dirais que la position d'Ankara vis-à-vis du groupe État islamique, elle était devenue insoutenable au cours des derniers mois, mais surtout
après l'attentat de Suruç, c'était lundi, la semaine dernière, un attentat qui a coûté, on s'en souvient, la vie à 32 personnes. Et à ce moment-là, après cette attaque qui a été revendiquée par le groupe État islamique, qui n'a pas été revendiquée, mais qui a été attribuée au groupe État islamique, eh bien, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues un peu partout en Turquie pour dénoncer la politique syrienne d'Ankara, mais également pour dénoncer cette position ambiguë de la Turquie vis-à-vis des djihadistes du groupe État islamique. La seconde chose, on sait que la Turquie refusait de participer activement à la coalition, au raid de la coalition en Syrie. C'est désormais le cas après avoir obtenu le feu vert de Washington pour former donc cette zone de sécurité. La question aujourd'hui qu'on se pose, c'est de savoir si la participation de la Turquie dans la lutte de l'organisation contre l'organisation État islamique va se poursuivre seulement dans cette zone protégée ou si elle va s'étendre plus tard un peu plus largement dans le reste de la Syrie. Le verdict dans le procès du fils de Mouammar Kadhafi, le tribunal de Tripoli a condamné par contumace Saïf al-Islam à la peine capitale aujourd'hui. 8 de ses proches, dont l'ancien Premier ministre et l'ex-chef du service des renseignements, sont également condamnés à mort. Ils étaient jugés pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin à l'ancien régime. Florent Redeau. Une condamnation à mort par contumace. Jugé pour son rôle dans la répression des manifestations en 2011, c'est par vidéo interposée que Saïf al-Islam a appris le verdict. Et si le deuxième fils du colonel Kadhafi n'était pas dans la salle d'audience, c'est qu'il est détenu à Zentan, dans le nord-ouest du pays. 4 ans désormais qu'il est aux mains de milices opposées aux autorités de Tripoli. Éduqué à Vienne et à Londres, il incarnait le nouveau visage que la Libye souhaitait mettre en avant, moderne et fréquentable. Considéré comme le réformiste du clan Kadhafi, il joue notamment les intermédiaires dans l'accord d'indemnisation des victimes de l'attentat de Lockerbie et la libération des infirmières bulgares. Mais lorsque la révolte éclate en février 2011, Saïf al-Islam se montre menaçant face au mouvement de contestation. À la télévision libyenne, il n'hésite pas à appeler l'armée à mater les manifestations. Le 27 juin 2011, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt à son encontre pour crime contre l'humanité. La CPI l'accuse d'avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la répression. Mouammar Kadhafi, en coordination avec son cercle proche, dont Saïf al-Islam, a conçu et orchestré un plan pour dissuader et étouffer par tous les moyens les manifestations civiles contre le régime. Également condamné à mort ce mardi par le tribunal de Tripoli, l'ancien chef des services de renseignement libyens Abdallah al-Senoussi et l'ancien Premier ministre Baghdadi al-Mahmoudi. L'actualité en France, et notamment cette décision de justice qui vient d'être confirmée. La Cour d'appel de Versailles a validé la suspension du Congrès du Front National censé supprimer le statut du président d'honneur de Jean-Marie Le Pen. Cette annonce constitue sa 3e victoire judiciaire face au parti qu'il a lui-même cofondé. Les créanciers d'Athènes planchent à nouveau aujourd'hui sur le déblocage du troisième plan d'aide. Des discussions avec le gouvernement qui ont lieu dans un climat de confiance altéré. Et ce n'est pas la dernière sortie de Yanis Varoufakis qui risque d'apaiser l'ambiance. L'ex-ministre des Finances a en effet révélé avoir planché sur un système bancaire parallèle impliquant un piratage du logiciel de l'administration fiscale grecque. Un scénario digne des plus grands films d'Hollywood. Christophe Dansette. Le plan était prêt à fonctionner. Il ne manquait plus que le feu vert du Premier ministre qui n'est jamais venu. Décembre 2014, le parti Syriza est en pleine campagne électorale et sa victoire commence à se dessiner. À cette époque, son chef de file, Alexis Tsipras, charge son futur ministre des Finances de travailler sur un plan B en cas d'échec des négociations avec les créanciers. Yanis Varoufakis monte alors, selon ses dires, un groupe de travail de 5 personnes dans le plus grand secret. Objectif, créer un système financier parallèle. Un système dont Yanis Varoufakis, depuis, démite ses fonctions, détaille les grandes lignes. Nous voulions créer discrètement des comptes de réserve rattachés à chaque numéro fiscal pour que le contribuable puisse l'utiliser comme une sorte de système de paiement parallèle. Pour éviter d'éveiller les soupçons des créanciers, Yanis Varoufakis avait même engagé l'un de ses amis spécialistes en informatique. Nous avions décidé de pirater la plateforme de mon propre ministère dans le but de pouvoir copier les codes du site internet de l'administration fiscale.
Après ces révélations, l'opposition crie au scandale. Le secrétariat général aux recettes publiques lance lui une enquête interne pour détecter d'éventuelles opérations suspectes. Mais Yanis Varoufakis se justifie. Dans un communiqué, il affirme qu'il était de son devoir de travailler sur un plan B. Le ministère grec des Finances se serait rendu coupable de négligence s'il n'avait pas tenté d'élaborer des plans d'urgence. Le Premier ministre, lui, est resté muet sur le sujet alors qu'il entame un nouveau cycle de négociations avec les créanciers. Et puis aux États-Unis, on a appris tout à l'heure la disparition de Samuel Pisar, l'avocat et écrivain américain, s'est éteint hier à New York à l'âge de 86 ans. Il fut l'un des plus jeunes et des célèbres survivants de la Shoah. Déporté à 13 ans, il avait été libéré à 16, avait raconté son expérience des camps nazis dans ses mémoires sous le titre « Le sang de l'espoir ». Samuel Pisar, qui avait été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.